c'est parti. Ok, bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir. Vous ne me connaissez peut-être pas, Yann Toinet. J'anime le dispositif E4Animal, qui est un dispositif assez récent, puisqu'on a démarré il y a à peu près un mois et demi. Notre objectif, c'est de faire pitcher des porteurs de projets autour du bien-être animal. On a démarré avec quelques projets du type Pool House, Empreinte Mon Toutou, Yolène Delabing avec son dispositif l'intelligence animale, etc. etc. Vous pourrez voir, toutes ces vidéos sont rediffusées sur e4animal.com. Je vais vous inviter donc à vous présenter et on va peut-être démarrer avec Fabien. Fabien, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Fabien Solman, je suis fondateur de Pool House. Donc on a créé une solution pour mettre en place un mode de production sans abattage des poules de réforme à l'âge de 18 mois pour proposer un œuf plus éthique dont la tagline est l'œuf qui ne tue pas la poule. On distribue depuis le mois de septembre dans différentes enseignes de distribution et le projet se développe. Bien, merci Fabien. Nathalie? Oui, donc Nathalie Dehan, je suis engagée en général dans des projets pour les animaux. On a pitché il n'y a pas longtemps avec un projet de cirque sans animaux, éco-cirque à E4Animal. Donc André-Joseph Bouglione et Sandrine Bouglione ont pitché ici. Vous pouvez retrouver la vidéo sur E4Animal. Je suis aussi engagée dans d'autres projets, comme par exemple, alors l'actualité d'Éco-Cirque, c'est qu'il va y avoir un rock'n'roll circus le 27 juin autour de Paris et qu'on discute avec des villes, je peux le dire puisqu'elles ont publié elles-mêmes, on discute avec des villes pour l'éventuelle venue de l'Éco-Cirque pour remplir leur agenda d'un cirque sans animaux, avec Strasbourg et Montpellier par exemple, entre autres. Et je soutiens aussi différentes associations comme PIWAC, et l'actualité, c'est le 17 juin, je cours pour récolter de l'argent. Je vous ai mis tous les liens de tout ce que je raconte là, pour leur actualité qui est qu'elles ont réussi à obtenir, se faire confier des deux bébés chimpanzés. Et du coup, il faut un enclos de réhabilitation pour les emmener dans la forêt qu'on a achetée pour elles, pour les animaux. Donc, voilà mes actualités. Merci Nathalie. Fabienne, c'est à toi. Bonjour, je ne sais pas me présenter, je crois que tout le monde me connaît. Et donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau, à part que le 23 mai, à la date du 23 mai, je vais mettre peut-être quelque chose où il y a la prochaine conférence cohabiter en ville avec les animaux. Cette fois-ci, c'est sur les pigeons. Initialement, je voulais faire pigeons et corbeaux, mais la personne qui s'occupe des corbeaux au muséum, enfin, corbeaux, pardon, corneilles, des corneilles au muséum n'est pas débordée. Donc, ça sera corbeaux et pigeons, pardon, et urbanisme, et ça aura lieu le 23 mai. Voilà. D'accord, tu peux nous poster le lien dans la boîte de dialogue pour qu'on puisse… Oui, je mets le lien vers la page événement Facebook. D'accord, très bien, merci à toi. Romain, bonjour à toi. Bonjour, donc oui, moi c'est Romain Zavalone, je suis co-responsable de la commission conditions animales chez Europe Écologie Les Verts, commission dont Fabienne était co-responsable avant. Voilà, donc nous on est le groupe un peu des animalistes chez ELV. On travaille sur les programmes, on travaille à la sensibilisation de nos élus, au suivi de l'actualité. On travaille là sur la prochaine échéance des européennes l'année prochaine et aussi auprès de nos élus locaux sur les cirques sans animaux, par exemple. Très bien, merci. Benoît, bonjour Benoît. Attends, je vais activer ton micro. Oui, c'est bon. Benoît Spittler, donc je travaille au ministère de la Transition écologique et solidaire, à l'accompagnement des startups de la Cleantech verte. Il y en a à peu près 90 qui ont été sélectionnés, qui contribuent à la mise en œuvre des politiques du ministère. Et donc là, c'est c'est au titre d'un engagement personnel, à la fois environnemental, éthique, et puis de santé, hein, parce que je suis également présent.
parce que j'ai un engagement pour la défense de la cause animale et pour ma santé aussi, parce que le fait d'arrêter de consommer des animaux est bon pour notre santé. Voilà. Très bien, merci. Bon, on a fait le tour. On va démarrer donc Il y a avec la Melvin. présentation. Oui, on va démarrer avec Melvin et Jean-Luc. Je ne sais pas comment vous voulez présenter votre projet. Donc, on va peut-être d'abord inviter Jean-Luc à se présenter. Si c'est Melvin qui anime la présentation. Jean-Luc, c'est à toi. Et bonjour à tous, Jean-Luc Vimeno, ça va être très très simple. Je suis, on va dire, cofondateur avec Melvin Josse qui va nous rejoindre de CAP, Convergence Animaux Politiques. L'idée, elle était relativement basique, c'était d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une passerelle qui s'établisse entre le monde politique, que ce soit les parlementaires et l'exécutif, et puis le monde très global, très général de la protection et de la condition animale. Donc, depuis un an, nous œuvrons tous les deux pour essayer de faire en sorte que ce monde-là pénètre les réseaux politiques, qu'il soit entendu, et nous sommes porteurs d'un certain nombre de messages auprès des politiques, que ce soit au niveau des parlementaires, mais aussi au niveau de l'exécutif. D'accord. Mais tu as une expérience assez riche au niveau animaliste quand on va voir ton profil. Donc, en 20-30 secondes. Oh oui, disons que c'est l'histoire de quelqu'un qui a toujours un peu milité, plus singulièrement en faveur des animaux de compagnie. Mais oui, voilà, j'ai un peu tout fait en la matière, des choses intéressantes, et puis plus récemment, parce que j'avais le privilège d'être l'attaché parlementaire de Geneviève Gaillard, qui était sous la présidente législature, la présidente du groupe d'études sur la protection et la condition animale à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que ça fait quelques années que je me promène dans ces univers-là en essayant d'y défendre un certain nombre de messages en faveur du respect de l'animal dans un premier temps et dans un second temps de la prise en compte de son bien-être. Très bien, merci Jean-Luc. Ok, Melvin, c'est à toi. Le fonctionnement, tu le connais. Tu partages ton écran, tu démarres ta présentation, on coupe notre micro pendant ta présentation qui va durer entre 10 et 15 minutes et ensuite un échange de questions-réponses. Voilà, donc je coupe mon micro et tu peux partager l'écran. Alors, ça me dit l'animateur a désactivé le partage d'écran. Tiens, donc pause 3. Très bien. Et je coupe mon micro en sourdine. Très bien, on te voit. Voilà. Alors. C'est bon? C'est bon, c'est parfait. Super, d'accord. Du coup, je me présente très rapidement. Donc, je suis militant dans la cause animale depuis une douzaine d'années, doctorant en sciences politiques. Et du coup, à ce titre, j'ai écrit un livre et différents essais, notamment sur les stratégies politiques du mouvement de la cause animale. Et donc, cofondateur avec Jean-Luc Vimeno, ici présent, de CAP, qui est une association qui œuvre pour une trentaine d'associations de protection animale nationales auprès des politiques. Voilà, donc on s'est lancé officiellement en juillet 2017. On avait à l'époque 7 associations partenaires et il y en a aujourd'hui donc 30. Voilà. Alors, on a commencé à réfléchir avec Jean-Luc et à travailler sur ce projet il y a à peu près 4 ans. À l'époque, on partait d'un constat, d'un diagnostic qu'on partageait, qui était que d'une part, on avait une vraie prise de conscience sociétale sur la condition animale, mais qui ne se traduisait pas au niveau politique sur des résultats concrets et donc des changements tangibles pour les animaux. Et alors souvent on était tenté d'expliquer ce décalage par des lobbies qui seraient particulièrement puissants en France, des lobbies d'exploitation animale. Alors c'est certes probablement vrai pour, par exemple, le lobby de la chasse, le lobby cynégétique, c'est une particularité française, le fait qu'il soit si puissant. Par contre, il y a d'autres pays dans lesquels on a vu des avancées conséquentes, alors que pourtant il y avait des lobbies importants. Donc on se disait qu'il fallait peut-être aussi aller chercher des réponses du côté des stratégies développées par les associations animalistes elles-mêmes. Donc on a identifié certaines faiblesses
politique du mouvement associatif au niveau de son action politique, donc notamment le fait qu'il y avait une dispersion des démarches des associations vers les politiques, qui manquait un peu de coordination et de concertation dans le mouvement, ce qui fait que des fois on pouvait avoir un politique qui pouvait être approché par différentes structures sur un sujet très proche, avec des revendications qui n'étaient pas forcément toujours les mêmes, donc ce qui faisait qu'on avait une visibilité de notre demande qui était beaucoup plus faible. Et d'autre part, il y avait certaines associations qui menaient un travail de lobbying expert, c'est-à-dire de production, de propositions d'amendements, de propositions de loi, qui participaient à des réunions techniques au ministère avec les filières, etc. Et finalement, il y avait très peu d'associations qui menaient vraiment un travail de lobbying relationnel, c'est-à-dire vraiment ce qu'on essaye de faire avec CAP, c'est de constituer un réseau d'alliés politiques et de le faire vivre, donc de se faire connaître et d'être en lien permanent avec un noyau de parlementaires notamment, mais aussi d'acteurs éventuellement au sein de l'exécutif, par exemple, qui sont sensibles à ces sujets-là, qu'on puisse mobiliser lorsqu'on en a besoin. Et donc, ça faisait que la plupart du temps, voilà, quand des associations voulaient agir sur un sujet au niveau politique, ou par exemple proposer des amendements sur un projet de loi, elles faisaient appel à des parlementaires qu'elles ne connaissaient pas ou qui ne les connaissaient pas, et donc qui n'étaient pas forcément aussi facilement mobilisables que s'il y avait eu un travail en amont de rencontres auprès d'eux. Enfin, il manquait un point de repère au sein du mouvement associatif pour les politiques sympathisants, c'est-à-dire une structure clairement identifiée qui soit capable, lorsqu'ils ont besoin d'un soutien, d'une expertise sur un sujet, d'aller vers cette structure qui puisse les rediriger vers les associations spécialisées et compétentes qui ont l'expertise sur le sujet en question. C'est ce qu'on essaye de faire avec CAP. Et enfin, il manquait des liens entre les associations et les politiques, mais aussi entre politiques sympathisants eux-mêmes qui ne se connaissent pas forcément, parce que c'est un sujet qui, encore aujourd'hui, même si ça commence un peu à changer, notamment à l'Assemblée, parce qu'il y a un renouvellement démographique avec plus de jeunes, plus de femmes, des gens qui viennent de backgrounds sociologiques différents et donc sont un peu plus ouverts à notre sujet. Mais quand même, ça reste une question qui est très taboue, et donc vu qu'il y a peu de gens qui osent s'afficher sur ces sujets-là, c'est pas toujours évident pour d'autres de le faire parce qu'ils ont peur, ils peuvent avoir peur d'être marginalisés dans leur groupe politique ou dans leur chambre. Et c'est notamment encore très vrai au Sénat. Ça fait nous, on rencontre beaucoup de sénateurs et sénatrices qui nous disent je suis sensible à vos sujets, mais je ne veux pas être marginalisé, je vais être seul sur ce sujet-là, c'est difficile au Sénat, etc. etc. Et donc, à force de se dire, oui, c'est difficile, ça devient difficile. Tout le monde pense que c'est impossible d'agir. Donc, c'est important que ces gens-là puissent s'identifier, puissent se compter et puissent se dire, finalement, voilà, on n'est pas si peu nombreux que ça, on peut quand même faire des choses. Et donc, il manquait des opportunités de rencontre entre ces gens-là, et notamment dans un contexte plus ou moins informel. Et c'est ce que nos opposants faisaient depuis longtemps, avec par exemple des clubs. Alors, il y a le club des Amis du Cochon, le club Vive le Foie Gras, qui organise des bouffes entre représentants de filières et politiques. Et on a affaire à des humains, donc c'est aussi important l'aspect relation humaine, et c'est important de pouvoir se rencontrer, échanger et tisser du lien. Donc ça, je vais y revenir, c'est ce qu'on essaie de faire via des événements de rencontres entre associations et politiques, et qui sont l'occasion pour ces politiques-là de s'identifier, d'échanger et de pouvoir mieux travailler ensemble par la suite. Voilà, donc l'idée de CAP, c'est vraiment d'être un acteur facilitateur au sein du mouvement de la cause animale, entre les politiques et les associations, entre les associations elles-mêmes, de façon à permettre un peu plus de concertation et éventuellement de coopération. Et l'idée, vraiment, c'est aussi à terme de faciliter une culture de la coopération au sein du mouvement, et aussi entre politiques eux-mêmes. Alors, en deux mots, CAP n'est pas une coalition, une fédération d'associations. C'est vraiment un acteur facilitateur au sein du mouvement. Et donc, très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, si on facilite les discussions et qu'il y a une action commune en ressort, c'est pas CAP qui signera, par exemple, une tribune ou qui mettra son logo sur une communication. Ce sont uniquement les associations qui, à ce moment-là, sur cette action-là, auront souhaité s'associer. Et donc, ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs que si on avait besoin du consensus à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Et en politique, c'est extrêmement important d'être réactif. Et donc, de cette manière-là, on n'engage jamais la parole de toutes les associations sur une action. Si je peux me permettre, pardon, Melvin, vas-y, bien sûr, oui. Le point important de ce que l'on essaie humblement et modestement de mettre en œuvre,
c'est cet élément de proactivité. C'est le constat que tu formulais, à savoir que les associations, quelles qu'elles soient, ont toujours été, et le sont malheureusement encore, beaucoup dans la réaction. C'est-à-dire, face à une problématique, face à un sujet d'actualité, elles interpellent le personnel politique toujours en réaction en fonction de cet événement, de cette actualité. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de porter un message qui soit bien plus en amont et qui soit pour le coup proactif. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur les états généraux de l'alimentation. Ça nous a permis quand même d'insérer les demandes des associations à un moment donné de la réflexion de la loi auprès de l'exécutif, même si ça ne produira pas forcément tout ce que nous en attendions, mais dans tous les cas, ce message a été porté. Et un des résultats, on l'a vu, c'est notamment la tribune de M. Falorni. On peut dire que quelque part, il y a quand même une forte contribution de CAP sur cette présence de cette problématique, à la fois dans la presse et sur le plan politique. Et voilà, et donc le rôle de CAP, c'est pas le lobbying expert que font déjà un certain nombre d'associations et qu'elles font très bien et qu'on ne pourrait pas faire aussi bien qu'elles parce qu'on ne pourra jamais connaître tous les sujets aussi bien que celles qui sont spécialisées depuis des années sur un sujet. L'idée, c'est vraiment de faire ce lobbying relationnel de constitution d'un réseau qui puisse être mobilisable le jour où on a besoin. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'idée maîtresse, créer et faire vivre un réseau d'alliés politiques. Alors en termes d'objectifs, donc on se met comme objectif de rencontrer un maximum de parlementaires, mais aussi l'exécutif, donc les différents ministères, l'administration, par exemple la Direction générale de l'alimentation, au sein de laquelle vous trouvez le bureau de la protection animale. Voilà, et donc l'idée c'est de se faire connaître en tant que relais potentiel vers les associations, c'est qu'elles sachent qu'on existe et que voilà, si elles veulent agir sur la condition animale, si ces personnes-là ont besoin d'un soutien ou d'expertise, qu'elles puissent venir vers nous et être redirigées vers les associations compétentes. C'est d'essayer de sonder leur sensibilité sur différents sujets. Et une fois qu'on a repéré, et aussi leur volonté d'agir sur ces sujets-là, parce que des fois, bon, on peut avoir une sensibilité et ne pas avoir le souhait de se mobiliser concrètement sur un sujet donné parce qu'au sein d'un groupe politique, ça peut être compliqué, etc. Notamment, malheureusement, sur la chasse, c'est vrai que c'est souvent quelque chose où on nous dit, bon, voilà, je suis avec vous sur ce sujet-là, mais je ne peux pas faire grand-chose parce que je risque d'en souffrir des conséquences politiques. Donc, savoir un peu sur quel sujet ils sont prêts à agir et ensuite, on affine la granularité et on leur présente les attentes prioritaires des associations, c'est-à-dire que au début, on s'est mis d'accord avec toutes les associations partenaires sur un certain nombre de demandes prioritaires. Et on a bien fait attention à ce que ce soit des demandes qui puissent être obtenues à court terme, qui soient vraiment réalistes et pragmatiques, et qu'on pense pouvoir obtenir sur ce quinquennat. Pas toutes, mais chacune d'entre elles, potentiellement, doit pouvoir être obtenue. Et donc là, voilà, on essaye de suggérer des questions parlementaires, des choses comme ça, et surtout de savoir voilà, que sur ce sujet très précis, cette personne-là est prête à se mobiliser et à agir. Alors, on avait tout un travail, je vais revenir après, sur les groupes d'études. Et l'idée, surtout, c'est de ne pas simplement les rencontrer une fois et de se faire oublier ensuite, c'est vraiment d'entretenir ces contacts-là, surtout avec les parlementaires, par exemple, chez qui on sent vraiment une mobilisation forte, et de faire en sorte que ces gens-là viennent aux rencontres qu'on organise, je vais aussi y revenir après, et de garder contact pour que le jour où on a besoin de les mobiliser, ils se rappellent de nous et que ça soit plus facile de les mobiliser. Voilà, donc au niveau des groupes d'études, un de nos objectifs, c'était de permettre la recréation du groupe d'études qui s'appelait avant Protection animale, qui maintenant s'appelle Conditions animales, à l'Assemblée nationale. Donc les groupes d'études qui sont un peu des think tanks internes aux chambres, donc à l'Assemblée ou au Sénat. Et on a vocation aussi à pouvoir les aider à travailler, à proposer des thèmes à aborder ou des intervenants à auditionner, etc. Et donc le groupe Conditions animales donc, a été recréé à l'Assemblée. Par contre, au Sénat, alors, il n'y a jamais eu en fait, de groupe d'études de protection animale au Sénat. Par contre, il y a bien sûr un groupe chasse, par exemple. Et donc, on travaille à faire en sorte que ça puisse se faire, d'autant plus par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que particulièrement au Sénat, c'est encore un sujet qui est extrêmement tabou et que beaucoup de sénateurs et sénatrices ont l'impression d'être seuls sur ce sujet. Et donc, c'est particulièrement important qu'on puisse avoir, parce qu'en soi, un groupe d'études n'ouvre pas de
de possibilités supplémentaires, de mise à l'ordre du jour de textes, ou de choses comme ça. C'est vraiment un think tank. Mais ça permettrait de visibiliser un certain nombre de sénateurs et sénatrices qui sont prêts à s'afficher sur ce sujet-là. Et donc, à quelque part, à rendre plus facile pour d'autres sénateurs sensibles au sujet le fait de se mobiliser dessus. Voilà, et enfin, donc dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure, on organise 4 rendez-vous par an, qui sont en fait des événements de rencontre. Alors, c'est en 2 parties. Il y a une partie un peu plus formelle où les associations, donc à chaque fois sur un thème précis. Alors, on a fait en décembre les animaux dans les spectacles, donc corrida, cirque, etc. En mars, c'était tout ce qui était en lien avec la loi État généraux de l'alimentation, donc élevage, etc. Là, on en a une bientôt sur les animaux sauvages. Et on terminera sur les animaux de compagnie en juin. Et donc, l'idée, c'est que les assos, à chaque fois, puissent présenter un certain nombre de leurs demandes, qu'il y ait un débat qui se crée avec les parlementaires présents. Et il y a une deuxième partie ensuite qui est beaucoup plus informelle autour d'un petit déjeuner. Et l'idée, c'est vraiment que parlementaires entre eux et parlementaires et associatifs puissent discuter, échanger des cartes de visite et se dire bon, on va se revoir pour travailler. Et donc, on est très content parce que d'une part, on a un nombre conséquent de parlementaires qui viennent, ou en tout cas qui sont représentés par leurs collaborateurs. La dernière fois, on a eu 35 députés et sénateurs présents ou collaborateurs, donc c'était quand même très, très encourageant. Et ça ne s'est jamais vu dans la cause animale. Et d'autre part, parce que on sait que suite à ces rendez-vous-là, des contacts ont été pris entre assos et parlementaires, et aussi entre parlementaires, et on sait que voilà, il y a certains projets qui sont nés suite à ces rencontres. Donc c'est très encourageant. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas dépasser mon temps. Pardon, Melvin. Sauf si Jean-Luc veut y rajouter quelque chose. Juste un petit complément, parce que tu viens d'évoquer, parce qu'on l'a beaucoup échangé tous les deux, enfin souvent, c'est qu'on a vraiment le sentiment, et on peut dire, on en est un peu fiers quand même, de rompre un peu l'isolement des parlementaires entre eux, parce que ce que tu évoquais, moi je l'ai vécu aussi en interne, c'est que les parlementaires, et encore plus, on le voit bien, depuis qu'on use nos semelles au Sénat, on voit bien que les parlementaires n'osent pas se montrer, s'afficher sur le plan politique, sur les thèmes qui sont les nôtres. Et je crois que vraiment, là, nous, on réussit quelque chose, c'est à faire en sorte qu'ils cassent un petit peu l'armure, ils sortent un petit peu de l'armure et ils s'affichent assez publiquement sur la condition animale. Et en plus, au-delà du clivage politique, ils se parlent entre eux. Et dernier point, et là on l'a bien souligné, c'est le fait que les députés et les sénateurs s'identifient sur le même thème. Ce qui, à mon sens, a été très, très rarement fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent, ils échangent leurs cartes de visite et ils savent que dans les 2 chambres, ils ne sont pas seuls. Ils sont tous là. Voilà, donc Yann, si tu veux qu'on passe aux questions, j'arrête le partage. Non, tu peux le laisser. Idéalement sur les coordonnées, tes coordonnées téléphoniques, mail ou autres, et on va poursuivre en mode partage écran. Ou sur les objectifs. Les objectifs, c'était très bien. C'est plus impactant pour des gens qui écouteraient. Très bien. Écoute, merci Melvin, merci Jean-Luc. Vous avez beaucoup avancé depuis notre première rencontre il y a un peu plus d'1 an, je crois. Chapeau bas, hein, franchement. Et alors moi, je vais peut-être poser la première question. Autour du financement, du budget, etc. Vous aviez une campagne de crowdfunding en cours. Est-ce qu'elle a lieu? Est-ce que vous êtes toujours en recherche de financement? Alors complètement. Jean-Luc, tu veux répondre ou... Je laisserai répondre sur la campagne de crowdfunding avec Hello Asso. Oui, nous sommes toujours clairement, et j'allais dire perpétuellement en recherche de financement, puisque notre fonctionnement est basé sur une contribution qui est apportée par les associations. Mais comme Melvin l'a souligné, nous ne sommes pas une structure commerciale, nous sommes une association, donc nous n'avons pas d'objectif de profitabilité ou de rentabilité, mais à tout le moins de pouvoir équilibrer un budget pour fonctionner normalement. Donc aujourd'hui, comme on ne veut pas non plus tirer trop sur la corde des associations, faire en sorte que ce que nous développons n'impacte pas trop leur budget de fonctionnement, nous sommes obligés de faire appel
à d'autres modes de financement, singulièrement le fundraising ou le crowdfunding. Et bien, il y a un lien, je pense, qui pourrait être mis sur la plateforme avec l'OASO, mais on peut avoir aussi, pourquoi pas, des entreprises partenaires et s'ouvrir complètement au mécénat dès lors qu'il est intelligemment réfléchi de part et d'autre. Oui, très bien. Vous devriez poster ce lien LOASO dans la boîte de dialogue conversation et qu'on mettra ensuite sur le site. Très bien. Je vais peut-être inviter Yolène qui vient de nous rejoindre. Je suis très content de t'avoir, Yolène. Tu veux bien en 10-20 secondes te présenter? J'active ton micro, ça y est, il est activé. Bonjour, pardon du retard, mais on a plein de jeunes ici, on est une vingtaine et on s'est couché très tard et j'ai un peu zappé l'horaire. Excusez-moi. Bonjour, Yolène. Bonjour. Donc, moi, je suis journaliste. J'ai créé En fait, je m'intéresse à l'intelligence animale parce que je me dis que c'est une bonne façon de convaincre sur plein de choses plutôt que d'attirer la pitié, entre guillemets, sur des êtres sensibles. C'est de dire, ce sont des êtres extrêmement intelligents. On découvre en fait toutes sortes d'intelligence et de génie, on peut employer le mot, génie des animaux, qui peuvent nous aider sur des tas de choses et que l'homme ne s'en sortira pas seul. Et que si l'homme ne se réconcilie pas, entre guillemets, avec la biodiversité, c'est la fin. Voilà, donc c'est un peu le but final de toute cette action. Donc, il y a une université d'été de l'animal fin août en Bretagne avec un livre. Là, il y a le livre des dernières conférences de la dernière université va sortir le 16 mai chez Larousse. Et puis là, je lance, alors c'est un peu un petit coup de frime marketing, même si, comme tous les journalistes, je ne suis pas très douée pour le marketing. Mais donc, la journée mondiale de l'intelligence animale, ça frime un peu, mais en espérant que ce jour-là, il y ait plein de gens qui puissent eux aussi avoir des actions. Et alors, je suis assez contente parce que le 26 mai, c'est aussi la première journée mondiale de l'altruisme, avec une association qui lance ça. Et donc, on va faire une communication commune. Je leur ai proposé parce que pour se dire que l'animal est intelligent, il faut une certaine dose d'altruisme. Donc, on va essayer de se dire que le 26 mai, c'est une journée un peu spéciale pour changer notre regard sur les choses. Et voilà, donc c'est à Thoiry avec 4 conférences. Il y aura Pascal Pic, Emmanuel Puydoba, Cilia de Saint-Pierre qui est spécialisée sur les abeilles, et puis Boris Jolivet qui est un audio-naturaliste et qui enregistre des sons incroyables dans la nature et qui peut nous faire écouter par exemple la musique que font les araignées quand les mâles veulent attirer les femelles, elles jouent de la musique et des choses comme ça. Voilà, et tout ça c'est sur un site qui s'appelle L'Animal et l'Homme. Voilà, en gros. Merci à toi, Yolène. Ok, on va démarrer avec les questions. Alors, Fabien, je ne sais pas, tu m'as dit que tu devais partir. Oui, commentaires, questions? Oui, questions et commentaires. Alors, merci. Bravo, Melvin et Jean-Luc, pour votre action. C'est super intéressant. Dans la slide qui présentait votre initiative, on voyait la relation avec les politiques entre eux, les associations entre eux, et puis le lien entre les associations et les politiques. Il y a un acteur que je ne vois pas et qui m'intéresse au premier plan, c'est les entreprises. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire chez Pool House, c'est d'allier avec une approche, pour le coup, résolument business, puisqu'on cherche à monter un business profitable, mais qui va dans le sens d'une amélioration des conditions d'élevage, en l'occurrence, arrêter l'abattage des poules, les pointages, c'est-à-dire couper les becs des poules, et on va jusqu'à vouloir effectivement changer aussi la façon de traiter les poussins mâles. Et je me dis que voilà, est-ce que ça peut rentrer dans le cadre de votre action aussi d'intégrer des startups comme les nôtres, et il y en a d'autres qui sont présentes dans le collectif E4Animals, pour que puissent entrer dans le domaine aussi du business, la prise en compte de la cause animale et la prise en compte par les politiques du travail qu'on réalise. Je pense qu'il y a différentes façons dont on pourrait travailler ensemble avec ce type d'initiative. Bon, bien sûr, porter la voix d'entreprises privées, ça, c'est pas notre rôle, très clairement. Nous, c'est vraiment, on porte la voix des associations. Mais par contre, je pense que notamment, par exemple, les événements qu'on organise, si on devait à un moment donné parler, par exemple, des poules, ça serait intéressant de pouvoir faire intervenir des gens comme toi.
C'est-à-dire pour montrer, où là on parlait tout à l'heure de l'éco-cirque, c'est un peu, voilà, là aussi, montrer qu'il y a des initiatives et que ça marche et qu'en fait, quelque part, ce que les associations préconisent, il y en a qui le mettent en place et que ça marche, y compris commercialement. Ça serait très intéressant. Donc je pense que c'est en effet intéressant qu'on soit en contact et que quand c'est possible, on puisse faire usage de l'expertise et de l'expérience de chacun. C'est génial. Moi, je considère qu'auprès des politiques, leur apporter des éléments de preuve par la pratique ou par la bonne pratique de ce qui est porté par les associations, que c'est possible, et que ça correspond à un business model, que ça peut fonctionner. Moi, j'y suis plus que favorable parce que quelque part, on est là et singulièrement avec les exécutifs actuels, on est dans la réalité économique et dans le fonctionnement de la société. Et faire cette démonstration, en tout cas la porter sans aucun souci. Super. Mais on peut pas être porteur d'une entreprise, oui, mais toutes les démarches qui vont les bonnes pratiques qui vont dans ce sens, parlons plus des bonnes pratiques commerciales qui vont dans ce sens, bien évidemment, c'est un effet de démonstration. Vas-y, excuse-moi Fabien. Excellent, non, mais parfait, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il se joue des choses. Là, on a eu toute cette discussion sur l'arrêt des poules en cage qui a été portée par les associations. Cette semaine, on a eu des nouvelles pas très rassurantes, puisque normalement, c'était en 2022, donc dans le quinquennat, que devait s'arrêter l'élevage de poules en cage. Bon, il semblerait que ça soit remis en cause. La filière va peut-être obtenir un délai jusqu'à 2028, ce qui serait quand même fâcheux, quoi. C'est le genre de sujet où nous on a certainement envie de pouvoir en parler, quoi. Oui. Je vais vous faire suivre un lien vers qui est passé sur Libération cette semaine, un appel au président justement. Tu publies une tribune dans Libération, c'est ce que tu dis? Pardon, j'ai pas entendu. J'ai pas bien compris ce que tu disais à la fin, c'est que tu vas publier une tribune Il y a une tribune qui a été publiée, d'ailleurs Yolène l'a signée, donc okay. elle peut peut-être nous en parler. Fabien, je vais devoir te mettre en sourdine quand tu parles pas parce qu'on entend trop de bruit derrière. Je passe la parole à Yolène. Mais effectivement, pour reprendre les propos de Jean-Luc, c'est un peu l'objectif de E4Animal qui est de montrer qu'il peut exister des vrais modèles économiques autour de projets, start-up, etc., autour du bien-être animal. Donc, et c'est la raison pour laquelle j'avais invité Fabien à pitcher son dispositif, parce qu'à mon avis, c'est de toutes les startups jusqu'à présent que j'ai pu faire pitcher, c'est la startup qui potentiellement aurait le plus d'impact, j'allais dire. Et c'est un modèle prouvé, hein, puisqu'il est déjà référencé, il a déjà un chiffre d'affaires, il est déjà référencé dans une multitude de biocoop, etc. On voit qu'il y a de l'attraction. Je passe la parole à Yolène. Yolène ? Ouais. Je suis en train justement de retrouver parce qu'en fait j'en ai signé plusieurs, alors je ne sais même plus laquelle c'est. Il y en a une. J'ai mis le lien là dans la boîte de conversation. C'est celle de Corinne Pelluchon, non? Parce que Corinne Pelluchon m'a demandé d'en signer une. Oui, c'est ça, elle a signé également. Voilà. Corinne a signé également. C'est paru dans Libération. Ouais. Voilà, et j'en ai signé une autre avec la FLAC, le truc anti-corrida. Donc, je suis en train de regarder justement, parce que je confonds les deux en fait. Mais alors moi, ce que je voulais vous demander aussi comme question, c'est est-ce que les associations que vous accueillez sont vraiment forcément des associations politiques, plutôt sur des combats un peu durs, justement comme l'interdiction de la corrida, l'interdiction du cirque, etc., où vous accueillez toutes les associations pour faire un espèce de grand mouvement entre, d'une façon générale, les associations de la société civile et les politiques? Toutes les associations sont les bienvenues, hein, ça clairement. Après, c'est sûr que c'est plus intéressant pour elles, et quelque part aussi pour nous, mais surtout pour elles,
si elles ont une action qui peut être portée vers les politiques. Sinon, on leur servira pas à grand-chose, j'ai envie de dire. Et de toute façon, je pense que tous les combats portés par des associations animalistes ont vocation à être portés auprès des politiques. Hein. À partir du moment où on veut changer la manière dont on traite les animaux, ça passe forcément à un moment donné. Enfin, il y a bien sûr tout le travail de sensibilisation du public, d'éducation et et d'information. Mais à un moment donné, tout a vocation à passer aussi par le législatif, par le politique, je pense. Hein. Mais oui, donc toutes les associations sont les bienvenues. La signe truc de Corinne Pelluchon, c'est sur Maya, c'est la fameuse éléphante, et en fait, c'est surtout sur le cirque et sur le traitement de l'animal, etc. Et la FLAC aussi va en signer une autre sur évidemment l'interdiction, comme toujours, de la corrida. Et ils organisent une grosse exposition à Bordeaux où Juppé les a accueillis. Ce qui est bien nouveau quand même, parce que la FLAC, c'est des durs, hein, là, on rigole pas. Et Juppé les a accueillis à Bordeaux pour une grande exposition avec des œuvres pas trop dures sur la corrida. Donc là aussi, je ne sais pas si dans votre association, vous avez pris contact avec Juppé, mais il a l'air d'ouvrir un peu, alors que je crois qu'avant, ce n'était pas vraiment dans ses préoccupations. Vous avez un contact avec lui, avec Alain Juppé? Non, alors pour l'instant, parce que n'étant que deux à essayer avec nos quatre mains de faire quelque chose, on a essayé de se limiter, enfin comment dire, de délimiter un peu le périmètre de notre action et pour pas partir dans tous les sens et faire finalement trop mais mal. Donc on est vraiment sur les parlementaires nationaux, donc députés, sénateurs et l'exécutif. Voilà. Mais à terme, c'est sûr qu'on aurait vocation à élargir aux élus locaux, aux députés européens, etc. Il faudrait, Yann, si tu es d'accord, que je te mette en contact avec Thierry Elie qui s'occupe de la FLAC. Il est génial. Hein. Moi, je le connais depuis très très longtemps. Il est extrêmement actif. Il connaît très très bien pour le coup le boulot. C'est lui qui arrive à avoir plein de people anti-corrida. Et je trouve qu'ils ont fait un travail remarquable. Moi, quand j'ai démarré avec eux, c'était un peu ringard d'être anti-corrida quand même. La mode, c'était la corrida et il y avait 3 pecnos derrière qui disaient non, c'est pas bien. Et il a transformé ça. Je trouve ça incroyable. Je trouve qu'il a complètement changé mes trucs. Maintenant, c'est complètement ringard d'aimer la corrida. Et il a eu plein de people. Donc, il a vachement le sens du people et beaucoup de politique aussi. Parce que dans le Midi, c'est vraiment dur. Hein. C'est des combats très, très, très très difficile. Si tu es d'accord, Yann, je pourrais lui demander à ce qu'il rejoigne notre groupe et je pense qu'il pourrait vous aider au CAP. Ça serait pas mal que vous oui, c'est le cas, hein, il est membre de CAP, hein, il est partenaire de CAP, oui. La FLAC est partenaire de CAP. Génial. Toutes les associations qui luttent contre la corrida sont partenaires aujourd'hui de CAP. Oui, les 4 assos nationales, on va dire. Nous étions avec elles à l'Assemblée nationale pour le dépôt de la PPL de Michel Larive réclamant l'interdiction de l'accès aux moins de 14 ans au spectacle de corrida. Mais ce serait bien, Yolène, que tu puisses effectivement l'inviter au collectif et qu'il nous fasse une présentation de ce qu'il a fait, ses actions, ce qui a réussi, ce qui a moins bien marché et qu'on puisse s'en servir comme exemple. Je passe la parole à Benoît. Benoît, est-ce que tu as un commentaire, une question? Oui, donc Benoît, oui, en effet. Enfin, je trouve qu'effectivement, c'est important d'avoir ce contact avec le monde politique parce que quand vous examinez sur le plan du principe la mise en œuvre des accords de Paris, l'article 5 des accords de Paris qui vise à utiliser les forêts équatoriales comme puits de carbone, quand vous examinez, quand vous évoquer publiquement l'importance de maintenir la forêt équatoriale, de ne pas la détruire. Tout le monde est vraiment d'accord. Ensuite, quand on analyse comment protéger la forêt équatoriale, quand on analyse les statistiques, 85% de la destruction animale et de la forêt équatoriale, c'est lié à l'alimentation, à la fourniture d'aliments pour l'élevage. Et donc, à agir sur l'élevage, là, c'est vrai que agir sur le monde agricole, et là, c'est clair que plus personne, tous les soutiens politiques que l'on pourrait avoir de principe, je pense qu'ils s'évaporent. Et c'est là qu'effectivement, il y a un travail à faire pour préparer un peu le terrain et se dire, il y a des moyens de faire, des moyens de faire évoluer notre alimentation.
de telle sorte que finalement on ait davantage de valeur ajoutée sans forcément importer en réduisant l'alimentation animale comme ça se faisait il y a 50 ans. On n'importait pas, on n'avait pas besoin d'apporter des produits d'Amazonie pour nourrir la population, hein, donc, et les gens vivaient. Et donc il y a un travail à faire sur ce sujet-là. Et là, le travail donc mené avec CAP, par exemple, etc., pour expliquer les possibles, c'est particulièrement important, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a vraiment un problème d'explication d'un certain nombre de choses. Donc, bravo pour ce travail que vous menez, qui vise effectivement à réhabiliter un certain nombre de voies de dialogue pour expliquer les choses et pour avancer. Donc, bravo. Merci, parce que je pense qu'avec Melvin, on partage. Hein, Melvin, si tu permets, hein, mais pour nous, la condition animale, je crois que tous les deux, il n'y a rien qui nous sépare. C'est vraiment un des enjeux de la biodiversité aussi, hein, des enjeux d'avenir sur la biodiversité. Et on le voit avec les politiques. Il y a aussi, Yolaine le soulignait, cette voie d'approche, cet angle, hein, en termes de journalisme, que j'ai fait ça aussi une partie de ma vie, c'est l'intelligence. Oui, exactement. Non, mais j'en suis très fier. Et j'en garde d'excellents souvenirs. Mais c'est clair qu'à l'heure d'aujourd'hui, il va nous falloir, c'est le cas de le dire, passer le cap aussi à un moment donné avec certaines de ces politiques. C'est de passer de la notion de la sensibilité à l'égard de l'animal et de la prise en compte de son respect à des enjeux plus globaux. Il est clair que les méthodes d'élevage sont des éléments incontestables de l'ensemble de la problématique sur l'avenir de la biodiversité. Mais certains parlementaires, il faut parler franc aussi, ne sont pas encore tout à fait dans ce mode de raisonnement. On parlait du numérique tout à l'heure avant que cette session ne commence. Certains, peut-être, restent-ils encore un peu, je suis mal placé pour en parler d'ailleurs, restent-ils encore un petit peu au Minitel alors qu'ils veulent développer des produits numériques. Toute chose étant égale par ailleurs, c'est clair que les conditions animales, nous, on essaie d'en construire un petit peu aussi les fondements de la réflexion auprès des parlementaires. Il y a un chien. Mes chiennes qui vont réagir. Là, voilà. Alors là, on va avoir le conseil. C'est de la chance, Yolaine. Moi, j'en ai 4 autour. 15 humains et 5 chiens ensemble. Je veux dire que c'est joyeux. Et pour compléter ce que disait Jean-Luc, moi, je suis parfois surpris de voir le peu d'informations qu'ont certains parlementaires sur ce type de sujet, notamment sur les impacts environnementaux, par exemple, de l'élevage. C'est vrai que c'est quand même un sujet où il y a quand même beaucoup d'informations aujourd'hui qui circulent et de plus en plus de gens sont conscients de ces enjeux-là. Et on se dit, des parlementaires, a priori, sont des gens qui suivent énormément l'actualité, qui se renseignent. Et en fait, c'est aussi des gens comme vous et moi. Et parfois, si un sujet ne les intéresse pas particulièrement, et c'est vrai que des fois, je suis surpris du manque d'informations que certains peuvent avoir sur ces sujets. Et pour ajouter à ça, c'est un petit peu d'entrer dans les détails. Dans notre méthode d'approche, on est fondamentalement sur de la patte humaine, hein. C'est-à-dire qu'à chacun de nos entretiens, il faut vous dire aussi en termes de méthode que nous sollicitons un rendez-vous et nous rencontrons chacun de ces parlementaires ou les cabinets récemment du chef de l'État ou du Premier ministre. Et ça se fait au travers d'un entretien personnel. Et à chaque fois, j'oserais dire qu'on marche un peu aussi sur des œufs parce qu'on mesure doucement la sensibilité sur tel ou tel thème et on est obligé au fil des minutes de s'adapter aussi à la réaction au niveau d'information de nos interlocuteurs. Et ce n'est pas toujours facile, y compris, je dirais, presque sur le plan émotionnel, parce qu'il y a des moments où on a un peu envie de les pousser dans leur retranchement. Mais il faut qu'on les fasse adhérer aussi, au moins pour partie à notre démarche, c'est-à-dire les faire adhérer à la volonté d'ouvrir le débat public au sein de la sphère politique autour de la condition animale. Alors, moi, il y a une question que je trouve pas bien. Pardon. Fabien, non, je disais juste que je vais devoir vous quitter. Ce serait chouette d'avoir les coordonnées de Melvin et Jean-Luc pour pouvoir rester en contact par la suite. Avec plaisir. Alors, D'accord. Dans la boîte de dialogue et ensuite dans la boîte de dialogue, puisque le fichier texte peut rester entre nous,
Vous pouvez afficher vos numéros de téléphone, adresse email. Sinon, je ferai l'intermédiation entre Fabien D'accord. et Melvin et Jean-Luc. Ah oui, Ok. volontiers. Par D'accord. une Et, vieille- et peut-être aussi avec. Allez-y. oui, pardon, avec une vieille technique archaïque qui est le mail, éventuellement. Oui, c'est pas mal aussi, ouais. Voilà, oui, oui, avec Bon, plaisir. je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci Fabien. Bonne journée. Merci à toi. Merci, au revoir. Et peut-être que. Alors, très bien. Bah, tu as arrêté le partage, c'est bien. Ouais, c'était pour accéder à la boîte de dialogue, c'est pour ça. Non, mais c'est pas grave, c'est bien comme ça aussi. Ok. Je vois qu'il est déjà 12h50. On peut terminer par une dernière question. Je ne sais pas si Fabienne ou Nathalie ont une question ou un commentaire. Moi, je poserais une question sinon. Bah, vas-y, Yolène. Bah, alors moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'on dit toujours que je connais pas bien le monde politique, mais on dit toujours que les politiques sont obsédés par les sondages et par l'opinion publique. On a l'impression quand même que c'est vraiment un sujet qui monte d'une façon. Mais donc je continue parce que ça me dérange pas de dire ça. Et je ne comprends pas parce que, et notamment avec ce gouvernement que je trouve peut-être très bien sur d'autres choses, il n'y a pas de problème, mais j'ai l'impression que plus ça avance, plus l'opinion publique est sensible à ces sujets et commence, comme vous disiez, qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, mais quand même, il y a un petit peu d'informations qui commencent, plus les politiques, on a l'impression, se braquent, à part quelques-uns. Là, je trouve qu'on est dans un retour en arrière incroyable. Là, sur pas de vidéo dans les abattoirs, enfin des choses simples, quoi. C'est pas demander la lune, quoi. Sur les chasseurs, je sais bien que Macron aime les chasseurs, mais comment peut-on aller aussi loin que d'autoriser, par exemple, les silencieux? C'est aberrant. En 2018, donc comment est-ce que vous expliquez ça? C'est quoi? C'est une espèce de réflexe un peu réactionnaire pour se défendre? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des politiques, quoi? Je comprends pas, moi. Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que d'une part, certes, les politiques voient les sondages et voient que, par exemple, sur les questions comme la corrida, la chasse à courre, même le gavage, de plus en plus, bon, voilà, il y a des sujets sur lesquels l'opinion est clairement de notre côté, il n'y a aucun doute et de manière ultra majoritaire. Après, moi, je me rappellerai d'une réponse que m'avait faite à ce sujet-là Geneviève Gaillard lors d'un débat que je menais et donc je l'interrogeais sur un sondage en 2012 de 31 amis qui disait que 30%, je crois, des électeurs déclaraient que la condition animale pouvait être un élément de positionnement pour leur de vote. Et elle me disait, oui, mais ça, c'est ce que les gens disent quand vous les interrogez au téléphone, mais quand ils sont aux urnes, d'un coup, c'est beaucoup moins prioritaire, quoi. Donc, en gros, ils sont contre, enfin, ou ils disent que c'est important pour eux, ou ils ont tel positionnement sur certains sujets, mais ce n'est pas une priorité pour eux, donc ils ne vont pas se positionner électoralement en fonction de ça. Et d'où l'importance d'un parti comme le Parti animaliste, par exemple, qui permet de dire, ben voilà, il y a tant de gens pour qui c'est la priorité, ou en tout cas une priorité dans le positionnement des gens. Donc ça, je pense que c'est sous-estimé. Je pense qu'il y a je pense que beaucoup de politiques, et notamment au plus haut niveau, se disent, voilà, c'est pas ça qui va nous faire perdre des électeurs. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive aussi à montrer, c'est que si, voilà, il y a des gens qui vont vraiment se positionner en fonction de ces questions-là. Et ensuite, alors, aujourd'hui, on a quand même un certain nombre, et notamment chez En Marche, là, on commence à avoir vraiment un noyau de gens avec qui on est en lien et qui sont vraiment sensibles et qui veulent vraiment se mobiliser sur ces sujets-là. La difficulté, c'est que ils sont tenus d'une main de fer. On a rarement vu une majorité tenue aussi strictement. Et donc, ils ne peuvent pas forcément toujours faire ce qu'ils voudraient. Et on sait, par exemple, que sur l'examen en commission de la loi agricole là, qui va bientôt passer en plénière, donc suite aux États généraux de l'alimentation, il y avait une volonté de beaucoup de parlementaires de présenter des amendements et qu'ils se sont fait tirer les oreilles assez sévèrement par le ministère de l'Agriculture. Voilà. Donc, il y a ça aussi. C'est pas parce qu'on n'en voit pas beaucoup bouger qu'il n'y en a pas beaucoup qui voudraient bouger. Mais ils sont limités. Donc ça, on espère aussi que cette discipline de groupe pourra un petit peu se dilater à l'avenir, hein, parce que ça ne tient jamais non plus très 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 longtemps. Donc
voilà, on espère qu'à terme, on arrivera à faire en sorte que certains parlementaires osent aller un petit peu contre les consignes de groupe dans le sujet. Mais ce que soulignait Yolène, cette question, nous la posons singulièrement tous les deux de façon très régulière. C'est ce gap quand même entre cette perception que nous avons de l'opinion publique au travers des sondages et ce que les politiques en font. Et c'est vrai que pour le moment, on n'a pas d'éléments d'explication très tangibles. C'est plus qu'il faudrait peut-être travailler sur l'identification des leviers pour faire modifier l'opinion du personnel politique. Modestement, on essaie d'y contribuer. Peut-être qu'un des éléments aussi, moi j'en suis convaincu, on l'a beaucoup débattu de ça ensemble avec Melvin, c'est à l'heure d'aujourd'hui, l'exécutif, le gouvernement qui est en place a un certain nombre d'objectifs économiques, que dès lors que ces objectifs, ces modifications, ces mutations économiques porteront quelques fruits, hein, là je ne porte pas d'appréciation politique sur... Peut-être qu'au plus haut sommet de l'État, on acceptera d'ouvrir le débat sur les sujets qui sont les nôtres et de prendre en compte effectivement ce que la société réclame à corps et à cri de manière majoritaire et écrasante. Et puis l'autre élément, et là où je partage ce que dit Yann, et combien de fois on se dit, quand même le mode de gouvernance que le chef de l'État semble vouloir impulser sur l'appareil exécutif va assez mal avec un certain nombre de ces prises d'opposition et singulièrement celles sur la chasse à courre, les silencieux que Yolène soulignait ou la diminution du coût du permis de chasse. Voilà, et c'est vrai que cette pratique très archaïque de la chasse à courre, elle va mal avec une forme de modernité de la gouvernance. Voilà, on est assez d'accord sur ça. Et je rêve d'avoir une discussion personnelle avec le chef de l'État. Alors moi, on m'a dit, je ne sais pas si c'est une rumeur, parce que les rumeurs, on les connaît, les fake news. Je ne sais pas ce que Benoît, s'il nous écoute, pourrait en dire, mais on m'a dit qu'au ministère, ça remontait très très fort sur la chasse et qu'ils avaient un peu l'ordre de ne pas communiquer, mais qu'ils sentaient que ça bougeait beaucoup sur la chasse et pas dans le bon sens. Donc moi, j'étais évidemment ravie d'entendre ça, mais je pense quand même qu'à un moment, il va falloir qu'ils fassent attention, parce qu'on ne veut pas systématiquement aller contre les gens. Et la chasse, c'est un sujet dur, mais le coup des vidéos, ça, je pense que ça fait partie quand même des petites gouttes où il faut faire attention, parce qu'à un moment, ça va loin, quoi, d'interdire juste des vidéos qui non seulement, on pourrait dire, aident à surveiller les animaux, mais les humains aussi. Donc, en soi, si vous voulez, quand on n'a pas honte de soi, quand on fait un travail correct, on ne devrait pas refuser qu'il y ait des vidéos pour surveiller le travail. Moi, c'est mon avis. Et ça, c'est très étrange quand même que c'était… Donc, je trouve qu'il y a des choses qui, symboliquement, sont hyper dures à passer. Ouais, alors, je sais pas si… J'aimerais réagir là-dessus. Désolée, j'ai une coupure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Premièrement, sur la question des vidéos, il faut arrêter de croire que d'être que dans son bocal, parce que je veux dire, ceux qui sont particulièrement remontés, c'est des partis comme le PC, c'est les syndicats, et je veux dire, et pour défendre la cause animale, les élus, ils veulent pas forcément, ils veulent arbitrer, voir jusqu'à quel point ils peuvent y aller. Je pense pas que ça soit une question de principe. Ils sont contre la vidéo. C'est tout simplement ceux qui sont vent debout, et y compris à Europe Écologie. Je pense que Romain est toujours là, je sais pas. Mais je veux dire, la question de la vidéo, ça a été pas très, ça a partagé, parce que beaucoup de personnes du milieu syndicaliste, tout ce qui est à gauche, extrême gauche, sont opposés, absolument opposés à la vidéo, parce qu'ils interprètent ça comme une mainmise du pouvoir sur les ouvriers, que ça sera instrumentalisé contre les ouvriers par le pouvoir. Et il y a un risque, c'est-à-dire, parce que c'est vrai que la vidéo, sans une sortie de la vidéo vers l'extérieur, ou alors un encadrement, mais la loi de ce que proposait Falornier était très bien encadrée, justement, de manière à ce que ça puisse être utilisé au contraire pour protéger les travailleurs contre les cadences, les abus, etc. Ben oui, mais c'est pas forcément c'est un autre part. Il y a quelque chose qu'il faut remettre quand même en perspective. Notamment Hulot, il se fait beaucoup taper dessus. Oui, il fait rien pour la cause animale. Hulot, il est en train de porter la transition écologique et la transition énergétique. C'est un combat qui est primordial, c'est son combat. Lui, c'est son axe.
Alors, c'est vrai qu'on peut regretter qu'il ne soit pas animaliste, mais il ne l'était pas. Il ne l'a jamais caché. Il y vient, il considère que c'est important. Il faut le temps que ça mature et il faut le temps que. Et là, ils sont en train de faire passer des arbitrages qui sont durs. Contrairement à ce qu'on pense, je ne veux pas le défendre forcément, mais il faut arrêter d'être dans, comment je dirais, dans un manichéisme. C'est-à-dire que si vous regardez la loi Hulot sur les loups, évidemment que ça met en colère qu'ils gardent des tirs sur les loups et que c'est absurde, on sait que c'est absurde, c'est violent et ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer la cause. D'un autre côté, il fait passer une mesure qui est extrêmement importante, c'est le conditionnement des remboursements à des éleveurs qui ont subi des prédations, quelles qu'elles soient, à la mise en place effective, aux preuves de mise en place de protection des troupeaux. C'est quelque chose sur lequel c'était bloqué depuis extrêmement longtemps. Les éleveurs sont d'ailleurs extrêmement en colère là-dessus, parce que tant qu'ils n'étaient pas obligés de protéger, il y avait de la prédation. Et cette prédation, elle se fait évidemment… c'est-à-dire que c'est une façon de ne pas mettre en place une politique de cohabitation, de refuser de tester toutes les solutions qui sont proposées pour changer, parce qu'il faut changer le modèle de l'agro-pastoralisme. Il ne faut pas rêver, celui qui est appliqué depuis 150 ans, 200 ans, il faut le changer. Et les gens, ils n'ont pas envie de changer. Donc, c'est compliqué. Donc, ça avance un petit bout à un endroit, un autre petit bout. Alors, c'est vrai qu'on a un peu les nerfs par rapport à la lecture à cette première lecture de la loi alimentation. Mais il y a déjà un article 13. Je suis désolée, avant, dans toutes les lois qui est passées sur il n'y avait pas d'article 13. Il n'y avait rien. Zéro. C'est vrai que l'article 13, il est tout petit. Il y a eu plein d'amendements, tout a été retoqué, etc. Ben, oui, mais c'est une bataille de long terme. Je veux dire, c'est une bataille d'aussi long terme que la bataille du féminisme. Et voilà, on va rétro-pédaler jusqu'à quand ça a commencé. Et on est toujours en train de pédaler. C'est ce combat-là qu'il faut mener. Donc, il ne faut pas… Après, c'est pour ça que moi, je suis très intéressée par le travail de CAP, parce qu'il travaille avec tout le monde. Comment faire avancer partout de manière à ce que ça s'imbibe et que ça vienne, les gens… tous les politiques commencent à savoir comment s'approprier et comment insérer ça dans les cultures de rapports de force qui existent déjà depuis très longtemps dans le politique en France. Et c'est très verrouillé en France. Donc, il faut arriver tout doucement à grappiller. Donc, mais après, pour la chasse, oui, c'est pathétique. Mais bon, je veux dire, Mais ce qui est décevant, c'est que le mouvement En Marche se veut très… à bouger, à faire vraiment, à changer la France. Enfin, c'est quand même ce qu'on entend tout le temps et c'est super. Mais alors, dès qu'on parle d'animaux, non seulement on bouge pas, mais on rétrograde, quoi. C'est ça qui est un peu triste. Et il y a quand même qu'en France que c'est comme ça. Là, il y a encore un livre qui vient de sortir qui s'appelle Réensauvageons la France, où il donne des exemples comment nos voisins, les Espagnols, les Italiens gèrent beaucoup mieux que nous des rapports aux loups, aux ours, etc. Et il n'y a qu'en France que c'est aussi crispé. Et c'est marrant, j'ai posté un truc sur Facebook, je me suis fait insulter. Dès qu'on dit que la France a un problème, alors les gens sont partis en vrille. J'ai eu des messages d'une agressivité qui était impressionnante. Donc il y a quand même un problème en France, je trouve, dans notre rapport avec l'animal. Un problème, comment je dirais, de la majorité actuelle. C'est un problème culturel. Alors, la majorité actuelle, elle ne va pas se prendre de plein fouet tous les syndicats, déjà que, bon, elle fait une politique, donc on verra les résultats, je ne sais pas, mais je veux dire, la France est un pays qui est extrêmement verrouillé, qui est extrêmement dans le rapport très violent, un rapport de force très très violent. On commence par s'insulter avant de faire quoi que ce soit, avant de construire. On commence par faire grève avant de construire. On commence par imposer une loi ou un machin avant de construire. Et après, évidemment, ça a du mal à se construire et on est tout surpris. Mais ça, c'est une culture je ne sais pas, sur laquelle il faut travailler et il faut commencer à intégrer des pratiques d'autres pays qui vont voir. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui ont des façons beaucoup plus, comment je dirais, des dynamiques beaucoup plus, moins partisanes, moins sectaires, moins dans l'affrontement perpétuel que la France. La France, c'est très, très, très dur. C'est très dur, c'est très dur à faire évoluer, mais sur des tas de sujets. Violaine. Vas-y, Melvin, je t'en prie. Non, je vais juste répondre rapidement à ce que disait Fabienne. Juste sur Hulot, sans en dire trop, mais enfin, voilà, on sait que Hulot voudrait faire plus que ce qu'il ne peut faire. Hein, ce que tu disais, il n'est pas animaliste, etc. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a une sensibilité à nos sujets. Après, tout dépend de comment on définit le fait d'être animaliste. Mais clairement, là, aujourd'hui, ça bloque. Et il ne peut pas faire plus que ce qu'il essaye de faire.
Et je voulais répondre à une autre partie. Oui, sur le contrôle vidéo, il y a quand même il y a un certain nombre de représentants des abatteurs qui n'étaient pas opposés, hein, à la vidéosurveillance. Et c'est vrai que c'était quand même un engagement du chef de l'État, tout comme sur les cages. Donc, voilà, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais voilà, Si je peux me permettre, Non. je Oui. crois que ce qui était dit est tout à fait exact. En fait, c'est pas spécifique à ce gouvernement. Le gouvernement précédent, c'était notamment pas orienté sur les sujets animaux, mais c'était par exemple dans la protection de l'eau. Il y avait des engagements internationaux de la France dans la protection des ressources en eau, etc. Et il y avait une importante confrontation entre les sujets liés à l'environnement et la protection sur la protection des ressources en eau et le monde agricole. Et donc, qui tournait souvent, vu les poids politiques du monde agricole, en faveur du monde agricole. Et là, je crois que c'est exactement pareil, sauf que là, maintenant, le sujet lié à la protection de l'eau est moins prégnant. C'est plutôt celui, et on peut s'en féliciter d'ailleurs, hein, que les sujets liés à la protection du monde animal sont plus prégnants. Et c'est grâce à l'action, par exemple, de CAP, etc., l'action qui est menée contre la corrida, etc., que ces sujets sont plus prégnants. Eh bien, on peut que s'en féliciter. Mais c'est vrai qu'on a toujours affaire à une opposition forte, effectivement, avec un monde agricole qui se sent menacé et qui a du mal à imaginer un avenir, un demain, dans lequel, effectivement, il aurait davantage de valeur ajoutée parce qu'on importerait moins de produits agricoles, par exemple, du Brésil ou de certains pays, pour nourrir nos citoyens. Il aurait davantage de valeur ajoutée. Et pour l'instant, on a du mal à faire passer ce point de vue-là. On a du mal à faire évoluer à la fois les esprits, d'accord, mais pas que ça. On a du mal à faire évoluer aussi le consommateur français pour qu'il achète davantage de produits provenant directement de l'agriculture, des produits végétaux, hein, avec une meilleure valeur ajoutée. Et aujourd'hui, finalement, une des conséquences, c'est quoi? C'est que ces produits, quand nous, on ajoute aujourd'hui, on achète des produits agricoles qui ne contiennent pas de produits d'élevage, on les achète souvent maintenant en Grande-Bretagne, on les achète en Allemagne, un peu partout, mais pas suffisamment en France. Quand on voit le poids, la production agricole française, je trouve qu'il y a un effet qui n'est pas bon pour l'adaptation de notre industrie à ces nouvelles tendances. Et ça, il y a tout un discours qu'il faut essayer de faire passer pour montrer que le rétablissement d'un certain nombre d'équilibres, ça passe par la réappropriation d'un certain nombre de moyens de consommation. Et aujourd'hui, le poids des éleveurs aujourd'hui rend difficile cette réappropriation. Voilà. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que ce n'est pas spécifique à ce gouvernement, c'est vraiment le poids du monde agricole qui se sent menacé, leurs emplois, leurs difficultés aussi. Parce que, quand on entend Nicolas Hulot, très souvent, il met bien en évidence qu'il a bien compris quand même les difficultés que rencontrent les agriculteurs. Hein. Donc, pour se reconvertir, ce n'est pas facile. Le monde agricole a été confronté à des multiples difficultés. Et c'est pas facile, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à mener. Mais ça, c'est propre. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé pour les éoliennes, la difficulté, tous les verrous qui ont été mis, je veux dire, c'est quelque chose qu'on rencontre partout, sur tous les terrains, dès qu'il faut changer. Un des problèmes qu'il y a aussi en France, je suis désolée, mais il y a des structures qui fonctionnent quand on voit le rapport entre l'INRA, les agriculteurs, les chercheurs, etc. Enfin, il y a des problèmes qui tournent autour de conflits d'intérêts. Tout ça, c'est pas mis au jour, tout ça, c'est pas mis au clair. Et on a beaucoup de mal à s'en sortir parce que les agriculteurs, ils ont du mal à se convertir, mais ils ont aussi beaucoup de mauvaise volonté à se convertir. Pas tous, hein. Il y en a qui mènent des combats formidables, mais il y en a quand même un paquet. Il y a une façon de penser de certaines structures. Il y a un gros coup de balai à donner, mais je veux dire, et la cause animale, elle est celle qui prend ça le plein fouet, évidemment, parce que les animaux sont toujours considérés comme la cinquième roue du carrosse. Alors moi, je suis d'accord, hein, parce que moi, j'habite vraiment dans la région de l'élevage. Je suis à 20 km de Lamballe. Ici, je suis entourée d'éleveurs. Ce que j'entends, moi, et ce que je vois, c'est pas la même chose, hein, quand même, parce que je suis désolée. On dit toujours qu'ils ont beaucoup de difficultés. Certains en ont beaucoup, mais je peux vous dire qu'ici, il y a une explosion du niveau de vie. Je n'ai jamais vu ça. Ça, on ne le dit pas, mais il y a eu quand même. Et ils ne veulent pas bouger. Et je connais quelques-uns en bio qui essayent de s'installer. Ils ont des menaces de mort, les mecs, quand même.
Donc, il y a des choses qui sont quand même pas nettes. Quand vous voyez que c'est des patrons de coopératives qui dirigent les lycées agricoles, où systématiquement le bio est cassé, etc. Moi, j'habite vraiment dans un endroit très spécifique. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, Fabienne. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de blocages, qu'ils n'ont pas envie de bouger, que la vie est belle parce qu'il y en a certains. Moi, j'en ai un qui fait du veau à côté de chez moi. Je coule pas une larme. Hein. Il a un très bon revenu, le boulot est assez cool hein, parce que les veaux, ils sont enfermés, la bouffe, elle tombe toute seule. Enfin, par rapport à ce que c'était que les agriculteurs que j'ai vus autrefois, ça n'a rien à voir. Donc, je trouve qu'il faut arrêter aussi avec cette image systématiquement misérabiliste du paysan, comme on nous le décrit, qui est, à mon sens, pas la réalité. Et pourtant, les Côtes d'Armor, c'est pas l'endroit le plus riche. Hein. C'est pas les grands du côté de la Beauce, etc. Donc, je suis d'accord, il faudrait peut-être nuancer. Je crois qu'il y a une mauvaise volonté au départ. Il y a beaucoup de mauvaise volonté et il y a un pactole gigantesque. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'argent. Une gestion de subventions. Moi, j'ai de la famille qui est quand même céréalière. Je peux vous dire que céréalier, quand on a des, etc., c'est franchement bien quoi. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Donc, il y a une structure, et ça ne se fait pas bouger en un claquement de doigts. Je veux dire, je pense, contrairement, je vais pas être, mais je pense qu'il y a une volonté dans la loi qui est passée de travers. Alors, travers, qui porte un nom pas très. Mais bon, et travers la condition animale, visiblement pour lui, ça n'existe pas. Enfin, c'est un sujet dont il ne veut pas avoir à traiter parce que, voilà, c'est un boulet, quoi. Il n'est pas le seul politique pour qui cette affaire qui leur explose un peu dans les mains. C'est un boulet. Au niveau de la ville de Paris, on le voit pour certains élus, c'est une grenade qui leur arrive dans les mains. Ils ne savent pas quoi en faire. Ça les met en difficulté parce que d'un seul coup, ils se prennent des pétitions et des volets d'agression sur les réseaux. Donc, mais je veux dire, Travers, je pense qu'il a cherché. Alors, je ne sais pas si la méthode utilisée, j'en sais rien, est bonne, mais il a quand même cherché à recentrer les rapports en faisant sortir certains acteurs qui étaient quand même toxiques au niveau de l'agriculture. Enfin, ou au moins rééquilibrer les rapports de force. Donc ça, il faudrait avoir des capacités d'analyse pour voir un petit peu comment ces rapports changent, etc. Mais voilà, on est un peu souvent dans l'attente il suffit les Français sont majoritairement, ils sont à 90% pour ça, et il faut le savoir, ou à 80% pour qu'on arrête la corrida, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, on a des éleveurs qui touchent la PAC. Quand on a voulu faire tomber ce truc-là au niveau de l'Europe, ça a été raté, alors que quand même, c'est un truc de fou, ça. Et c'est dans un énorme engrenage donc il faut persister, puis c'est tout jusqu'à ce que on trouve les verrous où ça casse, quoi. Mais voilà, c'est vraiment cette machine-là, et c'est pas forcément quelques personnes, hein, c'est toute une énorme machine qui est interconnectée et chacun défend ses intérêts farouchement à l'intérieur de cette machine. Ok. Romain, j'ai vu que tu avais activé ton micro à un moment donné. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose et ensuite j'arrêterai l'enregistrement et on pourra continuer à échanger librement. Oui, je voulais juste réagir un petit peu au débat parce que c'est vrai qu'on a dit que ce gouvernement voulait faire changer beaucoup de choses. Alors, je suis pas sûr, enfin, je m'interroge, est-ce qu'il veut faire bouger des intérêts collectifs ou des intérêts particuliers? Parce que Fabienne disait oui, mais sur certains sujets, il veut pas se mettre tous les syndicats à dos. Enfin, quand on est capable de réformer comme ça le code du travail, quand on est capable de faire une réforme de la SNCF, on n'a quand même pas peur de se mettre les syndicats à dos. Ils n'ont pas peur de l'opposition sociale, ils n'ont pas peur d'aller au front sur certains sujets. Donc, je pense qu'il faut aussi voir qu'il y a une idéologie. Si ce gouvernement voulait aller cogner un peu sur les éleveurs, voulait aller un peu cogner pour remettre de la condition animale et de la législation autour de la condition animale, il pourrait le faire. Mais souvent, ils vont défendre des intérêts particuliers, des intérêts de groupe et des intérêts économiques. C'est pour ça que c'était intéressant, Fabien, qui était tout à l'heure dans le débat, parce que je pense qu'il faut aussi leur expliquer qu'il peut avoir des intérêts économiques, des intérêts d'influence aussi dans la condition animale. On parlait tout à l'heure Melvin parlait du poids dans la décision électorale de la condition animale, et je pense qu'il faut aussi les aborder là-dessus, sur ce poids d'influence de la condition animale dans les choix électoraux et sur l'influence économique de certains sujets de conditions animales. Et notamment en agriculture, on voit qu'il y a des intérêts à développer une agriculture qui soit plus respectueuse des animaux, aussi économiquement. Et enfin, j'avais une question, j'ai bien compris, Melvin, vos 3 portes d'entrée, donc le côté Sénat, Assemblée et gouvernement, ce qui est très pertinent à l'échelle française. Et je sais que vous êtes que 2. Malgré tout, on a bien vu hier, l'Europe a interdit 3 nécotinoïdes, alors que
la France mouline des fois sur les sujets des pesticides. Donc on voit que l'intérêt législateur, le poids législateur de l'Europe est une bonne porte d'entrée. Et moi, je voulais juste rappeler que c'est notre prochaine échéance électorale, 2019, les européennes. Alors, je sais que vous êtes seuls et vous êtes que deux, mais comment on peut aussi aller porter ce sujet au niveau de l'Europe? Comment on peut sensibiliser les partis politiques qui vont produire des programmes dans cette séquence pour qu'ils s'engagent à porter de la condition animale aussi au niveau européen et dans la campagne de 2019? Merci Melvin, toujours là. Je reviendrai 30 secondes sur tout ce qui vient d'être dit parce que Vas-y. ta conclusion sur les enjeux économiques, je crois que elle est frappée du coin du bon sens. Effectivement, aujourd'hui, il y a des priorités probablement de l'exécutif en place que d'avoir un certain nombre d'objectifs qui seront maintenus ou revalorisés en termes économiques. Et ceci empêche, je crois, fondamentalement l'ouverture du débat. Mais ça ne concerne que moi. Il y a des forces en présence, si l'on parle strictement du monde agricole, qui sont très puissantes et que tout ça est dominé par ce que disait Fabienne aussi, effectivement, des interprétations de groupes qui défendent des intérêts particuliers, qui en deviennent des intérêts convergents. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui nous a animés, Melvin et moi, à ouvrir dans la construction de CAP, c'est qu'on a toujours constaté qu'il y avait un empêchement d'ouverture du débat public. C'est-à-dire que tous ces gens qui ont des intérêts divergents, économiques, politiques, idéologiques, etc., trouvent toujours une plateforme d'expression à minima qui est bloquant l'ouverture du débat public sur la condition animale. Ils se retrouvent tous sur ce point d'orgue-là. Voilà, bon, donc oui, et les mentalités, etc. Enfin bref, ça pourrait être une discussion très très longue. Sur la plateforme, nous, ce que nous pouvons faire, bien que nous soyons deux, et là je laisserai Melvin compléter, il est certain que l'échéance électorale des européennes ne nous échappe. Et que si nous pouvons, au travers d'un certain nombre de contacts, faire en sorte qu'aujourd'hui, des groupes politiques qui vont concourir aux échéances de l'Europe portent des éléments programmatiques sur la condition animale, avec nos petits moyens, nous allons essayer de distiller quelques idées, c'est clair, parce que incontestablement, l'Europe, bien évidemment, est aussi des acteurs du dispositif. Mais là, ça dépasse aussi, à l'échelle du Parlement européen et de l'Union, ça dépasse ce que nous pourrons faire. Par contre, à l'échelle française, travailler sur les groupes politiques qui vont concourir aux européennes, je pense qu'on est en capacité aujourd'hui d'essayer de leur passer quelques messages quand même. Oui, complètement. Et éventuellement d'organiser des événements ou des façons de permettre aux associations de partager avec les partis et voir éventuellement des formes qui permettraient vraiment des échanges et voir du brainstorming entre associatifs et politiques. Enfin, je pense qu'il y a des choses qu'on peut réfléchir. Oui. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez du nouveau parti d'Aymeric Caron, Le Rêve? Par rapport à CAP? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je ne connais pas bien. Est-ce que c'est un parti un peu cohérent par rapport à vos combats? Comment est-ce que vous le voyez? Voilà, comme c'est un nouveau parti, ça m'intéresse bien d'avoir votre opinion à tous, d'ailleurs. Nous ne sommes pas un parti, nous. Hein. Nous sommes un agent de facilitation. Non, je sais bien, mais en tant que… Moi, là, Peut-être que Nathalie pourrait répondre là-dessus, je ne sais pas. On essaie juste, pardon Yolène, on essaie juste, hein, Melvin, on peut peut-être le préciser. Nous, l'un et l'autre, nous avons des convictions enracinées sur le plan politique. Voilà, on a un positionnement. Moi, par ailleurs, je suis élu aussi dans le domaine, etc. On a des enracinements l'un et l'autre sur le plan d'un certain nombre de valeurs, mais dans notre rôle au niveau de CAP, nous ne pouvons pas, c'est le cas de le dire, prendre parti. Nous ne pouvons être qu'un agent qui facilite le rapport, la transaction, l'intermédiation entre nos problématiques et le monde politique. Et bon, voilà, donc maintenant, moi je dirais à titre personnel, tant mieux. S'il y en a un de plus, ça pointe du doigt et ça montre qu'il y a une demande et quelque part, il y a l'existence d'une offre politique. Et probablement, des gens se rassembleront autour de lui.
Voilà, bon, je crains un peu en termes de stratégie politique aussi l'éclatement, les dispersions, etc. On l'a vu quand même sur d'autres échéances que c'était sûrement pas la meilleure stratégie, hein. Voilà, bon, mais ça c'est pour en avoir fait les frais. Fabienne, veut peut-être rebondir là-dessus? Je voulais juste revenir sur l'histoire de l'Europe. L'Europe est quand même, enfin, je veux dire, il y a une dynamique qui est bien plus meilleure au niveau européen. Il y a quand même le groupe, voilà, qui existe. Il y a des députés qui sont plus engagés. Il y a justement le contact avec des pays qui sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus avancés, beaucoup plus évolués que la France. Donc, effectivement, nous, il faut qu'on arrive à ce que nos députés soient à niveau, même si, je veux dire, déjà quand ils y arrivent. Donc, moi, je pense que sur l'Europe, je suis assez, je ne vais pas dire confiante, mais assez contente. Enfin, contente, je veux dire, c'est mieux, c'est nettement mieux. Concernant le rêve, moi, je reprendrai un petit peu. J'ai pas d'opinion. Je veux dire, on est en démocratie, chacun crée, etc. S'exprime. Je veux dire, donc il y a pas grand-chose à dire. La seule chose à dire, c'est que je crains l'éclatement. Et c'est vrai que moi, j'ai un certain attachement au parti animaliste que j'ai suivi, qui est quand même un parti de terrain. Moi, j'ai eu l'occasion, parce que comme là, au moment des présidentielles et des comment ça s'appelle, des législatives. J'ai participé à des débats puisque je représentais la commission conditions animales dans pas mal de villes. On a fait plusieurs villes avec Douchka et on rencontrait donc les candidats du parti animaliste qui étaient des gens de terrain, c'est-à-dire qui étaient impliqués sur la cause animale localement, enfin, etc. Donc c'est vrai que moi j'ai plutôt de la sympathie pour ce type de démarche-là. Alors bon, on va avoir d'un côté quelque chose qui est un petit peu un parti, je dirais, du sérail médiatique et sérail politique, parce qu'il y a Benjamin Joyeux. Je pense que j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner, que ça va faire éclater les votes. Bon. Nathalie, tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus? Puisque tu m'invites, je vais en parler. Je voulais pas forcément en parler. Je parlerai peut-être plus en tant que personne engagée pour les animaux de manière générale qu'en tant que parti animaliste. Déjà, d'une part, ce n'est pas un parti politique au sens de la loi, ou pas encore. Et d'autre part, il n'est pas du tout monothématique, axé uniquement sur la cause animale. Donc déjà, on est sur quelque chose de très différent du parti animaliste. C'est vrai qu'on nous a beaucoup interpellés en nous disant, mais la grande inquiétude, c'était effectivement l'éclatement. Donc, d'une part, il y a le respect des initiatives, on est en démocratie, donc c'est très bien. D'autre part, il faut voir le point de vue de la cause animale, l'intérêt supérieur de l'animal. Est-ce que ça va être utile pour les animaux? C'est la seule question qu'il faut se poser. Et c'est uniquement comme ça que moi, je le regarderai. Je souhaite à toutes les initiatives, qu'elles soient politiques, associatives, entrepreneuriales, qu'elles soient utiles pour les animaux un jour. Après, voilà ce que je peux en dire. Ok, très bien. Moi, si je peux juste dire un mot là-dessus très rapidement, c'est vrai que c'était une initiative qu'on a vu apparaître aussi, qui n'est pas monothématique comme Nathalie vient de le dire, parce qu'ils sont un peu sur le dire on va être à la fois écologiste et animaliste, ce qui est un créneau sur lequel nous, on est, Commission Conditions Animales chez ELV. Ils ont signé une tribune sur la chasse dont on a été un peu à l'origine et qu'on a diffusé largement sur la réduction du permis de chasse. Donc, on est un peu en lien avec eux. La petite réserve que j'avais, c'est que finalement, leur première tribune pour présenter leur nouveau mouvement partait d'un constat qui disait, voilà, en gros, Europe Écologie Les Verts n'a rien su faire pour les animaux, ne s'est jamais engagé. Donc, nous, on va être et écologiste et animaliste. Et là, ils critiquaient du coup à la fois Europe Écologie et à la fois le parti animaliste. Et donc, c'est un petit peu dommage, je veux dire, de se présenter dans les médias de cette manière-là, alors que les gens qui étaient dans ce mouvement, comme Benjamin Joyeux que citait Fabienne, n'ont pas forcément été des gens qui, chez ELV, ont souhaité travailler sur ces thématiques. Après, on peut leur souhaiter d'avoir une bonne visibilité médiatique et que ça va faire avancer ce sujet, tout en espérant dans le même temps que ça ne va pas éclater les voix des gens qui sont sensibles à nos thématiques. Très bien.
Ok. Bon, je crois on va s'arrêter là. Yann, je voulais te proposer de repartager l'écran pour vous montrer une petite vidéo du dernier événement qu'on a organisé. Est-ce que tu Oui, penses très bien, que ça tu peux le va faire. ou... Alors, quand tu Oui. fais partage de l'écran, attends une seconde. Hop, très bien. Ouais, ok, super, ben, on peut y aller. Je redémarre l'enregistrement, je t'en prie. En France, plus d'1 milliard d'animaux sont élevés et abattus chaque année. On estime qu'à peu près 80% des élevages en France sont ce qu'on appelle intensifs, c'est-à-dire des systèmes d'élevage où les besoins physiologiques et comportementaux des animaux ne sont pas ou mal respectés, qui sont en général caractérisés par des systèmes de confinement et très généralement, très souvent, une sélection génétique qui est centrée sur la croissance rapide. La cause animale s'impose dans le paysage politique et social depuis quelques années. Les associations de protection animale sont reconnues, aimées, soutenues par le public, mais elles peinent à se faire entendre dans la sphère politique. De ce constat est née l'association Convergence Animaux Politiques, qui est maintenant le point de repère pour les 28 associations adhérentes, les députés et les sénateurs. On a en matière de conditions animales en face les producteurs de protéines qui sont très très puissants. Hein. On connaît très bien la FNSEA. On a les chasseurs qui sont également très très puissants. Et puis on a aussi les cultes qui sont très puissants. Et donc le point faible de toutes les associations de protection animale, c'est qu'on n'a pas de relais dans la classe politique. Et je me mets à la place d'un député, il n'a pas envie de recevoir 15 représentants d'associations. Voilà. Donc le travail que fait CAP, il répond à une problématique pour laquelle jusqu'à présent on n'avait pas de solution. La base même de toute intervention politique, c'est le respect de la vie sous toutes ses formes. Individuellement on ne fait rien, mais collectivement on peut faire évoluer les choses. Le mercredi 7 mars à Paris, les 35 députés et sénateurs présents ont pu se saisir de différents sujets en lien avec les états généraux de l'alimentation, comme l'élevage, l'abattage, mais aussi ceux de la fourrure et des delphinariums au cœur de l'actualité. À la consultation des états généraux de l'alimentation avec toutes les contributions en matière de bien-être animal et notamment les contributions des ONG protection de l'environnement et protection animale, parce qu'on avait fait un texte commun avec CWF, Greenpeace, etc. Il n'en est strictement rien ressorti puisque sur l'étiquetage des méthodes d'élevage, d'abattage, il n'y a strictement rien. Sur le bio dans les cantines, alors si on nous en parle un petit peu, mais dans un montage qui d'ailleurs en plus juridiquement ne tient pas la route, parce que j'ai lu l'avis du Conseil d'État qui nous dit clairement que ça ne tient pas la route. Donc voilà, c'est que de l'affichage, c'est extrêmement décevant. Là, on vient d'apprendre qu'il y aurait une loi protection animale en 2019 soutenue par Nicolas Hulot. Ça confirme les bruits de couloir que nous avions, notamment sur le fait que Nicolas Hulot voulait lancer une grande réflexion sur la condition animale. Pour l'instant, je ne sais pas avec qui il réfléchit, mais en tout cas pas avec les ONG, puisqu'on n'a pas été contacté. Il y a des choses que la population estime aujourd'hui inacceptables. Je prends un exemple, l'élevage de visons de fourrure. Nous sommes au XXIe siècle, ces conditions sont inacceptables, ça n'a plus lieu d'être. Il y a 10 éleveurs, il va en avoir 9 en 2018. Il faut supprimer ces méthodes, j'allais dire, barbares. Le travail de CAP porte ses fruits, puisque le député France Insoumise Michel Larive présente une proposition de loi pour interdire l'entrée des enfants de moins de 14 ans dans les corridas, une des priorités portées par CAP pour les associations. Voilà. Très bien. Bravo. Bravo, chapeau bas à nouveau pour tout le travail que vous avez pu effectuer depuis. C'est impressionnant. Merci à tous. J'arrête. Merci beaucoup. Puis merci d'avoir organisé cette rencontre. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement à l'heure actuelle, de quelle façon le collectif pourrait t'aider. J'ai pensé à ta campagne de Yann, ça tourne toujours, hein, c'est toujours enregistré en fait. Oui, ça l'est, mais justement. Donc, on a bien retenu la campagne de crowdfunding qui est en cours, avec le lien qui pointe vers LOSO, la recherche de sponsors. OK. Est-ce qu'il y a d'autres points?
La mise en relation peut-être avec des gens au sein du ministère, je ne sais pas. On a des gens ici qui sont un peu connectés. Oui, complètement, ça serait intéressant. Oui. Tu citais le ministère de l'Agriculture tout à l'heure. Benoît a cité le ministère de l'Agriculture, mais apparemment, vous avez déjà certains de vos contacts. Mais Benoît, je vous communiquerai les coordonnées de Benoît pour que vous puissiez échanger, parce que l'idée, c'est que d'une semaine à une autre, entre un webinaire et un autre, on puisse avancer sur certains projets. On a même au sein de e4Animal des réunions état d'avancement des différents projets. On essaie de faire avancer Pool House, on essaie de faire des choses avec EcoCirque, etc. etc. Peut-être qu'avec Yolène, effectivement, et la visibilité dont bénéficie Yolène et ses nombreux dispositifs, je ne sais pas, intelligence animale, l'université d'été, etc., etc. Donc, il y a très certainement des choses à faire. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voudrais ajouter? Non, ça me paraît déjà pas mal. Oui, c'est vrai que là, on est preneur de tout contact au sein des ministères de l'administration, enfin de gens qui pourraient être sensibles à nos sujets et se faire le relais aussi à plus haut niveau. Et puis en effet, oui, voilà, on cherche des soutiens financiers pour pouvoir continuer à exister, à organiser nos événements, etc. Et, alors toujours avec la difficulté qu'on ne peut pas mettre un logo sur notre site d'une boîte privée, c'est-à-dire que voilà, c'est important. Après ça, on peut. Oui. Je crois que ça se résume en 3 points. Hein. C'est accroître à chaque fois, c'est accroître notre visibilité, accroître nos moyens de fonctionnement et accroître nos réseaux. C'est voilà, tous ceux qui veulent nous aider sur ces 3 pistes sont les bienvenus. Après, il y a des modalités dont on discute, mais je pense, Melvin, que comme preneur de tout ça. Mais accroître dans le bon sens, pas pour le profit. Très bien, très bien. Ok, un grand merci à tous. J'arrête tout de suite l'enregistrement.